Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au mythe du troc. C'est un conte de fées sans pareil, une histoire à dormir debout. Digne des contes de Grimm ou des fables de La Fontaine, cette histoire aussi rocambolesque, caricaturale et infondée a pourtant trouvé sa place dans les livres d'économie depuis bientôt 2 siècles. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons débunker l'une des histoires les plus folles de la science économique, le mythe du troc. Alors si vous êtes prêts à parcourir cette histoire qui s'étale sur plusieurs millénaires, qui parcourt les premières civilisations et s'inscrit dans la plus profonde philosophie politique de notre temps, alors bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes partis dans une fabuleuse aventure. Alors déjà, merci pour les 100 premiers abonnés qui ont rejoint cette plateforme. Je vous remercie du plus profond du cœur. Et pour ceux qui n'y auraient pas encore pensé, vous cliquez ici en dessous pour vous abonner et n'oubliez pas la petite clochette. En parlant de fées, revenons à notre conte qui nous a été raconté pendant des siècles et des décennies et à travers lequel tous les étudiants qui ont eu le moindre cours de sciences économiques ou de Econ 101 ont été confrontés un jour et ont lu cette histoire. Tout d'abord, les gens n'avaient pas confiance les uns envers les autres. Ils échangeaient en pratiquant le troc. Chacun cherchait auprès de l'autre ce dont il avait besoin et lui donnait en échange quelque chose. Simple. Et puis les barbares primitifs, pas si bêtes que ça, se sont dit qu'il serait plus simple de s'échanger quelque chose d'équivalent, de facilement interchangeable et d'imitable qui prendrait la forme, par exemple, de métaux précieux. Et puis ensuite, à travers le temps et l'histoire, on s'est dit qu'il serait plus simple de prêter ces métaux à travers des bouts de papier et le crédit était ainsi né. C'est en substance la manière dont est présentée l'histoire économique qui tient habituellement sur 2 paragraphes dans tous les livres néoclassiques que l'on retrouve dans la plupart des universités du monde. L'histoire est belle, n'est-ce pas? Et simple à comprendre. Mais le problème avec cette théorie, c'est qu'elle est complètement fausse. Le monde imaginaire des troqueurs n'existe tout simplement pas. Et pour citer Mencken, à chaque question subtile et complexe, il existe une réponse parfaitement simple et directe, qui est fausse. Ou encore David Graeber, à qui nous reviendrons très largement. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve que les choses se soient passées de cette façon, et qu'il y a une montagne de preuves qui suggèrent qu'elles ne se sont pas passées de cette façon. Ou encore Caroline Humphrey, de dire « Aucun exemple d'économie de troc, purement et simplement, n'a jamais été décrit. Encore moins a-t-on pu en déduire qu'a émergé du troc la monnaie. Toutes les évidences ethnographiques suggèrent que ça n'a jamais existé. Nous y reviendrons. Mais alors comment se pratique l'échange? Comment a émergé la monnaie dans nos économies et pourquoi le mythe du troc est-il encore si prégnant dans nos manuels d'économie et dans l'histoire conventionnelle que l'on se fait de la monnaie? Cette histoire s'inscrit conventionnellement dans nos livres d'économie sur base des recherches sur les causes et la nature de la richesse des nations, écrit par Adam Smith au XVIIIe siècle. Celui-ci se base sur les propos d'Aristote, qui dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit encore? Aristote nous dit que l'existence de sociétés implique l'échange, et que l'échange prend naturellement la forme du troc, mais que les participants, n'ayant pas toujours dans ce qui leur est offert quelque chose qui leur plaît, peuvent néanmoins l'accepter dans la perspective de l'échanger contre quelque chose d'autre, de l'échange indirect. Alors il en découle d'évidence qu'une commodité émergera alors comme étant le moyen le plus simple et efficace de faciliter cet échange intermédiaire. Commodité qui émergera comme monnaie, tacitement ou législativement. Tiens donc. Comme intermédiaire des échanges, comme par exemple les métaux, possédant ces fameuses propriétés d'homogénéité, de divisibilité, de maniabilité et d'éventuelles réserves de valeur, préfigurant par ailleurs les fonctions monétaires que nous avons vues à l'épisode précédent. Mais Aristote nous reviendra pour obtenir une meilleure note dans Éthique à Nicomaque avec une autre conception de la monnaie. Alors comment les choses se sont-elles passées? Nous devons nous tourner vers les ethnologues et vers les anthropologues qui ont eux-mêmes porté la fronde sur la manière dont fonctionnent effectivement les échanges dans les sociétés primitives et comment celles-ci ont pu établir un cadre de partage des valeurs sans usage d'une monnaie telle que nous l'entendons aujourd'hui. Alors, tout d'abord, faisons confiance à notre instinct. Imaginez-vous vous-même sur une île déserte ou dans une communauté avec 5, 10, 20, 30 personnes.
Imaginez-vous que vous allez systématiquement chercher à trouver une compensation à l'échange à chaque fois que vous ramenez le fruit de votre travail, de votre journée de chasse, de pêche, ou après avoir fabriqué quelque chose pour la communauté, autour du feu, une cabane, une maison. Directement, vous allez vous rendre compte que dans une communauté où les gens se connaissent, généralement, nous dirons en dessous de 150 personnes, on imagine très mal des communautés vivant ensemble à longueur d'année, commencer à faire des comptes de polichinelle et à s'échanger les choses les unes contre les autres au fil des journées et des semaines. En réalité, aucune communauté n'a fonctionné de la sorte. En effet, quand bien même nous avons tous ce même sentiment de justice et de morale, et que nous souhaitons que tout un chacun contribue selon ses capacités à la prospérité collective, échanger chacun individuellement apparaîtra ridicule à tous ceux qui vivent en communauté. Au contraire, la mutualisation est la méthode traditionnelle, mais celle-ci ne se réduit pas à la naïveté de bisounours qui vivent gaiement dans le partage le plus total. Non, il y a une forme de redevabilité qui s'installe entre les participants à une communauté. Et imaginez-vous vous-même, avant de rentrer dans les théories économiques, si vous étiez dans un camp scout, dans un éco-village, n'importe quel groupe de 20 personnes avec lesquelles vous devez travailler à un objet commun. Tôt ou tard, la frustration de voir certains ou certaines ne rien faire remontera à la surface et nécessitera une discussion plus ou moins houleuse. De la même manière, vous ressentirez aisément la frustration d'être celle ou celui qui contribue le plus et qui ne reçoit rien en retour, du prestige ou des remerciements en compensation. Et de la même manière, et celui qui prend sans ne jamais rendre va ressentir cette culpabilité. Et pourtant, au sein de ces communautés, il y a bien une forme de comptabilité qui s'établit dans les esprits. On sait qui a beaucoup ou peu travaillé. On sait quels sont les besoins de chacun. Et comme dans les tribus d'Amérique du Nord, pour prendre leur exemple spécifique et bien documenté, celui qui avait besoin de cuir pour se faire de nouveaux habits n'avait qu'à se présenter à la maison longue et les demander. Les tenancières, en l'occurrence, des réserves communes, allaient ensuite juger et arbitrer si cette demande était légitime et pouvait être servie. De la même manière, le chasseur ou la chasseuse qui rentre avec sa proie n'allait pas commencer à la subdiviser et à l'échanger ou à la troquer individuellement, se présentant devant chaque tipi pour échanger une cuisse de gibier. Bien sûr que non. Et tout un chacun savait qui avait contribué et pouvait le remercier en fonction. Pratique que l'on verra avec les coquillages coris, la pierre de Yap et d'autres systèmes de récompense symboliques. Car une pratique beaucoup plus largement observée est la pratique de la compensation lorsqu'il y a des transferts qui se font. Cela peut être dans les sociétés les plus patriarcales de femmes ou épouses potentielles, mais également la réparation de crimes ou de dettes qui s'inscrivent donc dans une quantité de choses à apporter ou à compenser. On parlera alors de sphères d'échange différentes pour parler des biens de tous les jours qui servent à simplement comptabiliser ce que chacun prend dans le pot commun, et les outils spéciaux qui se valorisent à travers le mythe, les événements cérémoniels ou les rites communs. Nous penserons aux coquillages, coris. Ainsi, les matériaux qui, au sein des communautés primitives, servent à rétablir l'équilibre sont de nature différente et on n'échange pas n'importe quoi contre n'importe quoi. Par exemple, Christopher Gregory, dans Dons et commodités, nous explique comment, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une méthode que l'on retrouve dans d'autres régions de Mélanésie, n'échangeait des biens que dans leurs catégories respectives. Les cochons ou les casoars vivants, faisant partie des denrées les plus précieuses, venaient ensuite les chapeaux de plumes, les pendentifs en nacre, et tout en bas de l'échelle, les légumes du quotidien. Tout ne se vaut pas dans les échanges. Dans les communautés plus larges, ce que l'on constate, c'est que toute une série de formes complexes d'échanges sont mises en place afin de rétablir les équilibres entre les individus. Ainsi qu'il s'agisse de fêtes de village, de cérémonies du potlatch, et dans l'ensemble de ces communautés, même lorsqu'elles s'élargissent un peu,
on voit émerger une multitude d'outils qui servent à valoriser ce que les uns et les autres pourraient se devoir. Vous projetez vous-même dans une situation où vous y seriez, vous permet de vous rendre compte que dans un monde où il n'y a pas tous les divertissements comme nous les connaissons aujourd'hui, il est très aisé de savoir ce que chacun a pris, ceux qui travaillent le plus ou ceux qui travaillent le moins, ou le contexte particulier dans lequel ils sont. Une maladie, une infirmité, qui justifierait une contribution inférieure. A contrario, ceux qui sont le plus en capacité, auxquels on demande la plus grande contribution. Chacun selon ses besoins et de tous selon leurs capacités. Les échanges ritualisés, complexes, qui s'inscrivent dans cette sphère politico-théologique où le mythe des rites, des croyances, des cérémoniels va faciliter le transfert de biens ou de commodités qui marquent des passages ou de larges changements de propriété ou des réparations pour des crimes commis. Mais vous allez me dire, comment faire lorsque les communautés grandissent? Quand le village devient une ville, quand la communauté devient une nation? Eh bien, cette réponse, aussi étonnante que cela puisse paraître, nous est venue grâce à la pierre de Rosette et grâce à l'armée napoléonienne. Merci à l'amiral Nelson d'avoir détruit la flotte française dans la baie d'Aboukir, forçant l'armée impériale à se retrancher dans le fort Julien. Et c'est alors qu'un certain Pierre-François-Xavier Bouchard, lui il était français c'est sûr, fait une découverte qui va révolutionner l'histoire. Dans les travaux de réhabilitation du fort, en prévision d'une offensive ottomane, découvre alors ce qui s'avérera être une pièce fondamentale du puzzle de l'histoire. D'abord, la pierre de Rosette, à laquelle nous faisons référence, permis, comme tout le monde le sait, à Champollion de décrypter les hiéroglyphes. Mais ce sur quoi on s'attarde habituellement un peu moins, c'est que cette pierre a permis aux assyriologues, quelques cent ans plus tard, à également décrypter l'écriture cunéiforme. Ce décryptage a alors permis de mieux comprendre les milliers de tablettes qui ont été retrouvées dans la Mésopotamie antique, de Babylone et surtout à Uruk, l'une des premières villes où a pu s'établir ce que nous appellerons l'écriture. Qu'a-t-on retrouvé sur ces premières traces d'écriture? Des poèmes, des chants sacrés, de magnifiques histoires? Eh bien non, eh bien non, eh bien non. Ce que nous avons retrouvé, ce sont d'abord des inscriptions administratives qui tenaient les comptes de ce qui rentrait et sortait au sein des temples. Boring! Ou pas, si l'on considère à quel point cela a révolutionné notre compréhension de la monnaie et de l'histoire. À savoir comment les sociétés s'organisent, car nous sommes en 3000-3400 avant Jésus-Christ ici. 2700 ans avant l'apparition de cette première pièce de monnaie. Et déjà pourtant, on voit des sociétés constituées de milliers de participants qui organisent leurs échanges et qui comptabilisent bien ce qui est apporté au temple et ce qui en est pris. Ces milliers de tablettes retrouvées tiennent déjà compte des impôts qui doivent être payés, des contributions qui sont établies, du métayage pour les terres, des intérêts, oui, nous y reviendrons, qui sont dus sur les retards de paiement et des tablettes spécifiquement destinées à marquer le transfert de propriété comme la vente d'une terre ou la mise en gage d'une épouse. En quelque sorte, voici à quoi ressemblait le premier acte notarié, soit de transfert de propriété opposable devant tiers. Et oui, l'être humain a d'abord appris à écrire pour s'assurer que chacun contribue équitablement à la communauté, ou pour le souverain, que chacun ait bien apporté ce qu'il devait au temple. Car toute cette force de travail pour la communauté ou la grandeur du roi devait bien être nourrie. Et il fallait pour cela que ceux qui produisent effectivement la valeur apportent leur contribution à cette débauche d'énergie. En l'occurrence, les Mésopotamiens comptabilisaient tout ce qui rentrait et sortait et le ramenaient à une unité de compte commune, le sicle ou shekel, qui équivalait à un gour, ration alimentaire, étant entendu qu'il en faut 60 pour nourrir un ouvrier pendant un mois. Ce qui nous donnera le système de comptabilité sexagésimal, soit par 60e. En plus de nous avoir apporté la journée de 24 heures, le mois de 30 jours, et nous le verrons, l'intérêt. Alors si cette histoire a pu exploser au grand jour, c'est notamment grâce aux travaux de Alfred Mitchell Hines, que je vous ai déjà présenté.
et qui, à travers 2 articles absolument légendaires, a remis l'ouvrage sur le métier de comprendre l'origine et la nature de la monnaie et ainsi sa valeur fondamentale. Ce qu'il découvre, c'est que le troc n'a évidemment pas eu lieu d'être, mais surtout que s'il existe une monnaie, c'est-à-dire une unité de compte qui sert effectivement à valoriser les échanges entre les individus et à les comptabiliser et à marquer leur transfert, alors celle-ci a existé bien avant la monnaie et est inscrite directement dans le crédit. Ainsi, celui qui n'était pas en capacité d'apporter sa part nécessaire au temple se retrouvait alors endetté, de la même manière que si vous ne savez pas payer vos impôts. La dette due pouvait signifier l'esclavage des enfants, de l'épouse ou de la personne elle-même qui pouvait se racheter auprès de son créancier par petits morceaux. On retrouve ainsi des traces d'esclaves qui l'étaient à 1/3. Vous remarquez la différence avec les méthodes des autres communautés plus petites. Ici, il y a bien un tournant comptable significatif, car nous ne sommes plus dans la valorisation abstraite de ce à quoi chacun doit contribuer, mais dans la comptabilité précise. Nous passons donc de l'obligation, de la contrainte collective, et oh Marcel, bouge-toi un peu, fais ta part, à la contrainte effective et objectivable qui peut porter de conséquences juridiques fortes, c'est-à-dire la dette. Voilà pourquoi, et nous aurons comme ligne directrice commune sur cette chaîne, de bien considérer la monnaie à travers sa nature et non uniquement ses fonctions comme on les a déjà présentées, car sa nature est bien celle d'une inscription comptable, étant de facto la contrepartie d'une créance et d'une dette. La naissance de la dette est concomitante à celle de la monnaie. Et cette différence, comme nous allons le voir, est fondamentale. Car elle implique que ce n'est pas le troc qui a conduit à la monnaie et puis au crédit, mais que le crédit et la dette précèdent et de loin toute forme de monnaie qui aurait pu être frappée ou échangée physiquement. Cette implication est fondamentale. Mais avant cela, précisons bien une chose. Il ne s'agit pas ici de dire que le troc n'a jamais existé. À vrai dire, il a existé en de nombreux endroits, dans des cadres très spécifiques d'échange. Chez les Namikwara du Brésil, les Gunwingu de la terre d'Arnhem en Australie, ou encore les Pachtuns du Pakistan du Nord, le troc servait de régulateur entre sociétés qui se croisaient vaguement, des communautés qui avaient connaissance de l'existence de l'une et de l'autre et qui, en de rares occasions, pouvaient venir à se rencontrer. Et lors de ces rencontres, plus ou moins cérémonielles, se pratiquaient alors diverses célébrations que je vous invite à découvrir et qui s'articulaient également autour de l'échange de commodités, de biens entre ces diverses communautés. On peut alors effectivement parler de troc. Et ces expériences n'ont pas à remettre en compte nos conclusions. En effet, une multitude de formes différentes de troc a bien pu exister. On rajoutera encore les communautés du Népal ou du Tibet qui, dans une répulsion de la forme monétaire, préfèrent effectivement l'échange direct, tout comme les pastoralistes d'Afrique. Et nous citerons ici des anthropologues américains de réputation internationale qui disent que, contrairement à l'histoire économique habituelle, la monnaie n'a pas émergé du troc, mais le troc comme le don, à l'instar de modèles monétaires et économiques plus complexes tels que ceux qui existent aujourd'hui, représentent chacun, en leur bon droit, un mode d'échange qui mérite sa propre analyse. À vrai dire, on voit que le troc apparaît ou réapparaît lorsqu'il y a absence de confiance. Lorsque le contexte est belliqueux, qu'il y a rupture de communauté ou qu'il y a tout simplement une absence totale de perspective de se revoir. Ainsi, le passage d'une caravane, d'une troupe de mercenaires pouvait être l'occasion de la pratique du troc, où il y avait une grande certitude de ne pas revoir la personne. C'est donc lorsqu'il n'y a pas de communauté, où les individus se connaissent et construisent ensemble, qu'il y a le recours au troc. Une autre occasion d'apparition du troc est dans l'absence de monnaie, dans des économies où les participants sont habitués à l'usage d'une monnaie. On pensera à l'effondrement du rouble dans les années 90 ou encore à l'effondrement monétaire en Argentine en 2002, mais qui lui par contre donnera naissance à une monnaie complémentaire à laquelle nous reviendrons. L'anthropologue Marshall Salins, juste là, nous explique comment
Les modes d'échange peuvent s'inscrire finalement dans un grand continuum, où il y a la confiance et ce qu'il appelle la réciprocité positive d'un côté, et à l'extrême opposé, la réciprocité négative ou l'absence totale de confiance, amplifiée par ailleurs par les phénomènes de marché, où la réciprocité et l'échange sur le long terme n'est ni requise ni voulue. Le troc s'inscrit dans ce que les anthropologues appellent l'échange silencieux. L'échange qui a lieu entre les individus qui ont peur l'un de l'autre, craignent l'hostilité ou veulent maintenir l'inégalité de statut social et ainsi minimiser au maximum leurs relations. Nous avons donc d'un côté le mythe du troc qui conduit à la monnaie commodité, c'est-à-dire, rappelons-le, puisque nous échangeons des biens et des denrées contre d'autres, l'usage d'un outil intermédiaire qui aurait une valeur équivalente à ces biens et à ces denrées donne du coup à cet outil intermédiaire la valeur de ces biens et de ces denrées. Et cela a pour objectif, ou en tout cas a conduit, à considérer que la valeur du métal qui était utilisé pour les échanges était la même que la valeur intrinsèque des biens et des denrées qui étaient alors échangés. Et c'est un dogme sur lequel nous allons revenir. Ou à noter, en tout cas, que lorsque cela a pu se produire, c'était bien dans le contexte exclusif où finalement nous avions un mercenaire qui se débarrassait des biens pillés au sein d'un temple et non pas un système de société où l'échange y était collectivement organisé. Car à l'opposé, ce que nous avons, ce sont des systèmes de comptabilité, de dettes, où nous savons ce que chacun doit, parce que déterminé par un roi, un prince ou entre nous toutes et tous. Une dette étant par définition un document archivé, établi dans une unité de compte issue d'une construction sociale, et qui est dès lors une relation d'une certaine confiance entre les participants à ce système. Là où l'or et le métal ne requièrent aucune autre confiance que celle que l'on peut avoir dans une balance. Mais dans tous les cas, le troc n'en reste qu'un outil ponctuel et certainement pas constitutif d'un moyen d'échange institutionnalisé au sein d'une communauté, d'une région ou d'une nation. Pour citer encore une fois David Graeber, le scénario du troc, cher aux économistes, est peut-être absurde quand on l'applique aux transactions entre voisins dans un petit village rural, mais s'il s'agit d'une transaction entre un habitant d'un de ces villages et un mercenaire de passage, il devient soudain tout à fait sensé. Un écho que nous pourrons par ailleurs retranscrire à un mode de construction moderne de dispositifs monétaires qui ne requiert aucune confiance envers quelconque membre de la société, si ce n'est celui de l'algorithme qui garantira effectivement l'accès à un espace de stockage déterminé au sein d'une structure d'information cryptée. Voyez où je veux en venir. Mais alors vous me direz, comment en sommes-nous venus à cette histoire? Bien, il faut se remettre en contexte. Lorsque Adam Smith écrit son enquête, il s'inscrit dans une lignée philosophique déjà établie précédemment par John Locke, qui vise à instituer la précédence de la propriété, de la monnaie et des marchés avant l'État. Le but étant de dire que les êtres humains fonctionnaient très bien dans leurs échanges, ont été assez intelligents et bien intentionnés, que pour construire ces dispositifs émergents de leurs besoins, et qu'il n'y avait nullement besoin de l'État pour mettre ces outils en place, et d'ailleurs l'État qui devrait se contenter exclusivement de défendre la propriété privée. Une étape cruciale dans le discours de ceux qui défendent ceux qui ont face à ceux qui n'ont pas. Elle donne de plus un caractère naturel à la monnaie, comme si celle-ci avait émergé par la somme des interactions entre les humains qui cherchaient, rappelons-le, tant qu'à citer les dogmatismes traditionnels, le meilleur pour eux, soit le meilleur pour la société, comme l'entendent ces philosophes, prônant ainsi l'individualisme et la recherche de l'intérêt personnel comme la meilleure des méthodes pour le plus grand bien commun. Un caractère naturel à la monnaie qui s'inscrit bien dans cette volonté d'Adam Smith d'inscrire l'économie comme une science à part qui se distinguerait du politique et de l'éthique. Nous n'avons pas besoin de vos considérations interpersonnelles, de bien ou de mal. Non, il y a une science qui s'établit par elle-même et laissons faire les choses plutôt que d'inférer dans les affaires des marchands. Ce caractère naturel est ensuite poursuivi par David Ricardo, qui n'a pas dit que des bêtises par ailleurs, mais en croyant à la naturalité de la monnaie, induit également sa limite quantitative. Et c'est un point très important. Penser la monnaie comme une commodité, comme une chose qui s'inscrirait dans la matérialité du monde, c'est accepter par défaut qu'il n'y en a pas une quantité infinie par construction naturelle. Ce qui est l'exact contraire
de la considérer à travers son caractère de dette, c'est-à-dire d'inscription comptable. Une idée de la monnaie comme limitée quantitativement originellement à travers les métaux précieux, sur laquelle se construit ensuite l'idée d'un système de réserve fractionnaire qui, à nouveau, dans les esprits, viendrait à induire cette limite matérielle à la quantité de monnaie circulant. Idée à laquelle nous tordrons le cou sur cette chaîne, car très insidieuse, appuyée par une quantité extrêmement large de recherches académiques sur le sujet. Mais capitalisant sur cette volonté de rendre plus scientifique encore cette discipline naissante de la science économique, on a voulu y comprendre comment caractériser évidemment la production comme quelque chose d'émergent naturellement a fait le lit de tout le dogmatisme libéral qui vise à laisser faire le marché. Viennent ensuite les marginalistes qui construisent sur cette même idée de naturalité pour décrypter la mécanique profonde qui se cache derrière l'économie en la mathématisant au maximum. On pense à Stanley Gibbons ou à Karl Menger ou encore Léon Walras, qui poseront les bases de ce que les orthodoxes appellent la science économique et qui nous semblera être aujourd'hui plus proche des fondements de l'exploitation collective. Le tout en se cachant derrière des lois fondamentales qui, à l'instar de la physique, seraient comme naturellement déterminées et donc inamovibles. Acte éminemment politique, car en enlevant le prince ou la collectivité dans leur rôle de fabricant de la monnaie, des marchés et comme garant à travers l'appareil légal et les lois qu'ils se donnent de la propriété, on enlève la possibilité même de réfléchir à la manière dont on peut modifier cela. Et on prend alors comme acquis la limite quantitative de la monnaie, le rôle de spectateur de l'État, du prince ou des citoyens collectivement établis en institution, un désencastrement de l'économie que Karl Polanyi viendra remettre en cause au milieu du XXe siècle et poser les fondements d'une contre-révolution qui est aujourd'hui menée par des milliers de scientifiques pour rappeler le caractère pleinement politique de la monnaie, de l'économie et du marché, et que, pour citer à nouveau Aristote qui ne s'est donc pas trompé sur tout, la monnaie étant un outil du droit, elle est construite par les hommes et peut par elle-même être tout autant modifiée. Mais force est de constater qu'après 250 ans, ces idées reçues sont parmi les plus répandues à travers la planète. Et très peu de gens remettent en doute le caractère limité de la monnaie. Il n'y en a plus dans les caisses, nous ne savons plus rien faire. Et c'est ce dogme qui nous lie pieds et poings à l'heure où nous avons besoin de toute notre amplitude pour répondre aux enjeux modernes. Et voilà pourquoi cette étape est cruciale dans la compréhension de la monnaie. Elle nous permettra ensuite de mieux déterminer alors comment se fixent les prix. Quel est le rôle du métal s'il y a une différence entre sa valeur intrinsèque et sa valeur nominale, la quantité de choses qu'elle peut acheter sur un marché. Elle remet au devant de la scène la nécessité d'appliquer notre conscience, notre éthique par rapport à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans l'usage d'un outil économique comme la monnaie. Mais si les petites pièces de métal n'ont pas émergé du troc, alors comment sont-elles entrées en circulation? Qui les a mis en place et pourquoi? Quelle dynamique se cache encore là derrière? Une seule manière de le savoir, c'est de frapper cette cloche, rester informé, souscrivez à la chaîne et surtout partagez. Nous ne sommes pas trop nombreux à nous intéresser à cette thématique et pourtant elle est centrale. Wow.